Pendant des décennies, nous avons exploré les profondeurs de l'espace, la surface de Mars. Mais la plus grande découverte était juste sous notre nez, juste devant nos yeux. Car un chercheur, utilisant des données publiques vieilles de seulement 10 ans, a trouvé au Mexique une cité maya perdue avec plus de 6500 structures, Valeriana. Elle était là depuis des années, mais personne ne l'avait remarqué. C'est pourquoi nous regardons maintenant partout, au large des côtes françaises, à 9 mètres sous l'eau, un mur colossal de 7000 ans et pesant 3300 tonnes a été révélé. Au Pérou, à 3700 mètres d'altitude, des murs de pierre vitrifiés ont été trouvés, nécessitant une chaleur de plus de 1100 degrés Celsius. Mais le plus choquant n'est pas que ces structures soient distantes de milliers de kilomètres, c'est qu'elles portent toute la même signature d'ingénierie impossible. Cela soulève une seule question. Qui leur a enseigné cette signature ? Si toi aussi tu crois que les plus grands secrets sont encore cachés, aime cette vidéo et abonne-toi, car un chapitre oublié de l'histoire humaine est sur le point de se rouvrir. Nous commençons. On nous racontait une histoire sur notre passé. Nous entendions que tout avait commencé avec l'agriculture. L'humanité aurait d'abord appris à cultiver la terre, puis elle a fondé des villages. Ensuite sont venues les villes et la civilisation. C'était l'ordre des manuels scolaires. C'était la logique que nous acceptions depuis des milliers d'années. Mais cette histoire est incomplète. Elle pourrait même être fausse, car les preuves découvertes ces dernières années bouleversent complètement cette chronologie rassurante. Nous ne parlons pas de murmures dans la roche. Nous parlons de ce que les pierres elles-mêmes nous montrent. C'est pourquoi ce soir, nous allons examiner des structures éparpillées à travers le monde, qui ne devraient tout simplement pas exister. Notre première étape est la vallée de la Bekaa au Liban. C'est un lieu considéré comme sacré depuis bien plus longtemps que l'histoire officielle ne peut l'expliquer. Les Romains y ont construit un temple. Avant eux, les Grecs y ont prié. Mais, sous tout cela, il y a autre chose. Quelque chose de plus ancien. Quelque chose qu'aucune de ces civilisations n'a construit. Le Triliton de Baalbek. 3 blocs de calcaire gigantesques, alignés côte à côte à environ 7 mètres au-dessus du sol. Chacun mesure près de 19 mètres de long, plus de 4 mètres de haut et 3,5 mètres d'épaisseur. Le poids de chacun varie de 750 à 800 tonnes métriques. Pour vous donner une idée, un avion de ligne moyen pèse environ 80 tonnes. Chacune de ces pierres équivaut donc à 10 avions de ligne à pleine charge, placés côte à côte. Ces blocs massifs ont été hissés sur un mur de fondation et placés avec une précision telle qu'on ne peut même pas y glisser une lame de rasoir. Mais ce n'est que le début, car dans une carrière voisine, un bloc bien plus grand encore nous attend. Connu sous le nom de pierre de la femme enceinte, son poids est estimé à 1000 tonnes. Un autre, trouvé en 2014, pèse 1650 tonnes. C'est le poids d'environ 450 éléphants adultes dans un seul bloc de calcaire. Ceux qui ont taillé cette pierre prévoyaient de la transporter. Ils n'ont pas fini le travail. Mais le simple fait d'avoir commencé prouve qu'ils avaient une méthode, car ils croyaient que c'était possible. Maintenant, voici le détail qui change toute la conversation. Les Romains, les plus grands ingénieurs du monde antique, ont construit leur temple de Jupiter directement sur cette plateforme mégalithique. Mais ce ne sont pas eux qui ont construit la plateforme en dessous. Les techniques de taille sont différentes. Les méthodes d'assemblage sont différentes. Les motifs d'érosion sur les blocs mégalithiques sont probablement plus anciens que les structures romaines qui les surmontent. Les Romains ont construit sur cette plateforme car elle était déjà là. Et ils n'ont jamais pu reproduire le travail qui se trouvait sous leurs pieds, car ils ne le pouvaient pas. La plus grande grue mobile du monde moderne, la Liebherr LTM 11200, peut soulever environ 1200 tonnes dans des conditions idéales, mais le bloc de 1650 tonnes qui se trouve dans la carrière de Baalbek dépasse même les limites de notre technologie actuelle. Ces pierres sans acier, sans hydraulique, sans moteur à combustion interne, ont été transportés en montée sur 800 mètres de terrain accidenté, il y a au moins 2000 ans. Ce fait ébranle à la base notre compréhension de l'histoire telle qu'on nous l'enseigne. Mais Baalbek n'est pas un cas isolé. Les traces de cette ingénierie impossible se retrouvent sur un autre continent. À 12 000 km de là, sur les contreforts de la ville de Cusco au Pérou,
à environ 3700 mètres d'altitude, se trouve un autre mur impossible à expliquer. Son nom est Sacsayhuaman. Ici, les blocs de granit pèsent jusqu'à 200 tonnes, et ils sont assemblés avec une précision telle qu'on ne peut même pas y insérer une feuille de papier. Aucun mortier n'a été utilisé. Les pierres s'emboîtent comme un puzzle en 3 dimensions. Chacune étant façonnée de manière unique pour s'adapter parfaitement à sa voisine. Certains blocs présentent jusqu'à 12 angles sur une seule face. Et chaque angle s'ajuste impeccablement à la pierre adjacente. Mais, il y a un autre détail qui empêche les ingénieurs de dormir. À certains joints, les surfaces des pierres présentent une vitrification. Cette texture lisse ne peut être obtenue qu'en chauffant la roche à des températures extrêmes, supérieures à 1100 degrés Celsius. Aucune technologie Inca connue n'aurait pu produire une telle chaleur à cette échelle. Les Incas n'avaient pas de four capable de chauffer des mètres carrés de surface à ce point. D'ailleurs, la tradition orale Inca dit quelque chose d'extraordinaire à propos de Sacsayhuaman. Il raconte que ce ne sont pas les Incas qui ont construit les murs. Ils auraient été faits par les dieux qui les ont précédés. L'archéologie moderne date les parties les plus anciennes du site à la culture Quilqué, vers l'an 900 de notre ère. Mais les Incas eux-mêmes, ceux qui ont hérité du site et connaissaient ces pierres mieux que quiconque, ont insisté sur le fait que les mégalithes étaient bien plus anciens que leur propre civilisation. Réfléchissez à ce que nous regardons. Baalbek au Liban, Sacsayhuaman au Pérou. 12 000 kilomètres les séparent. Des continents différents, des cultures différentes, des millénaires différents. Mais la signature d'ingénierie est étrangement similaire. Des poids impossibles, une précision impossible, des joints impossibles, des pierres si étroitement ajustées que rien ne peut s'infiltrer dans les coutures, des techniques de construction qui dépassent les capacités connues de leurs constructeurs présumés. Et dans les deux cas, les civilisations ultérieures ont construit leurs propres structures sur ou autour de ces constructions, sans jamais pouvoir les copier. Cela ressemble à bien plus qu'une simple coïncidence. C'est comme si des gens, vivant à des époques et des endroits différents, avaient utilisé le même manuel d'instruction, comme s'ils s'étaient nourris d'une source de connaissances communes. Ce n'est pas seulement l'histoire de 2 sites archéologiques étranges, c'est le début d'un modèle qui s'étend sur toute la planète, car nous allons suivre ce modèle à travers 6 continents. Et ce que nous allons trouver va profondément vous troubler. Notre voyage commence en Bolivie, à 3900 mètres d'altitude. Là-bas, quelqu'un a taillé l'une des pierres les plus dures du monde avec la précision d'un atelier d'usinage, et les pièces, comme un puzzle jeté du ciel. Et comme un puzzle, elles gisent éparpillées. Ce lieu s'appelle Pumapunku, situé sur le plateau de l'Altiplano dans l'ouest de la Bolivie, près de la rive sud du lac Titicaca, à 3900 mètres d'altitude. L'air y est si raréfié que les niveaux d'oxygène sont inférieurs d'environ 40% à ceux du niveau de la mer. À cette altitude, l'effort physique est incroyablement difficile. Mais quelqu'un a construit ici ce que les ingénieurs modernes comparent à la production d'une usine de fabrication de précision. Les fondations sont faites d'énormes blocs de grès rouge, dont certains pèsent jusqu'à 131 tonnes. Ces blocs eux-mêmes sont un mystère, car il n'y a aucune trace de carrière compatible avec les outils connus des Tiwanaku. Mais le véritable mystère réside dans les blocs plus petits, en andésite. L'andésite est l'une des roches naturelles les plus dures sur Terre. Sur l'échelle de dureté de Mohs, elle se situe entre 6 et 7, ce qui la rend comparable à l'acier. On ne peut pas la rayer avec un outil en cuivre, on ne peut pas la façonner facilement avec un marteau en pierre. Pourtant, les blocs d'andésite de Pumapunku présentent des coupes parfaitement droites, des angles droits impeccables, des rainures uniformes de précisément 6 mm de large et des trous de forage régulièrement espacés le long des coupes. C'est quelque chose que nous associons à la production industrielle, aux chaînes de montage et aux outils de précision. Pas à une civilisation sans langue écrite, sans outils de coupe en métal et sans la roue. Cela contredit l'histoire qu'on nous a racontée, car cette précision implique une sorte de technologie perdue, ou du moins une maîtrise que nous ne comprenons pas encore. L'explication traditionnelle est que le peuple Tiwanaku a réussi cela avec des marteaux en pierre, des ciseaux en cuivre, une abrasion au sable et une patience extraordinaire. Peut-être l'ont-ils fait. Mais la question n'est pas de savoir si c'est théoriquement possible.
La vraie question est de savoir si ce degré de précision, l'uniformité des coupes, la standardisation des composants et l'échelle gigantesque de l'opération logistique peuvent être pleinement expliqués par les outils et les méthodes attribuées aux constructeurs. Mais la même précision impossible, la même connaissance impossible, apparaît dans un tout autre endroit de la planète, et même dans des dizaines d'autres. Et le plus ancien d'entre eux a été trouvé sous la mer. Ce qui nous amène à l'un des concepts les plus surprenants de cette histoire, le monde englouti. À l'automne 2021, des géologues marins allemands, balayant le fond de la mer Baltique, ont découvert un mur de pierre s'étendant sur près d'1 kilomètre, à 21 mètres sous la surface. Surnommé le mur de Blinker, cette structure datait de 10 000 ans, c'est-à-dire 5 000 ans avant Stonehenge et environ 6 000 ans avant les pyramides d'Égypte. Les archéologues pensent qu'il s'agissait d'une ligne de chasse utilisée par les chasseurs pour piéger les troupeaux de rennes. Mais pensez-y, lorsque ce mur a été construit, la population estimée de toute l'Europe du Nord était inférieure à 5 000 personnes. Le fait qu'une population aussi petite ait construit un mur d'1 kilomètre en sélectionnant et en alignant 1673 pierres distinctes nécessite un niveau d'organisation que nous n'attendrions pas de ce que nous décrivons comme des chasseurs-cueilleurs nomades. Et ce mur a été trouvé complètement par hasard, ce qui soulève la question. Et s'il y en avait d'autres? Car au large des côtes françaises, à 9 mètres sous l'eau, un autre mur de granit de 3300 tonnes et vieux de 7000 ans a été trouvé. Et au large du Japon, à 25 mètres de profondeur, se trouve une structure en terrasse massive qui pourrait dater de la dernière période glaciaire. Ces structures y ont toutes été construites lorsque le niveau des océans était bien plus bas qu'aujourd'hui, environ 120 mètres plus bas. Si une culture maritime avancée existait à l'ère glaciaire, elle aurait vécu précisément sur ces plateaux côtiers submergés. Et ce sont précisément les endroits que nous n'avons pas encore regardés. Les preuves qui reposent sous l'océan pourraient être la clé d'un chapitre perdu de l'histoire. Tout cela, mis ensemble, dessine une image troublante, un motif, les pierres d'un poids impossible à Baalbek et Sacsayhuaman, les coupes à la précision mécanique de Pumapunku et les structures submergées millénaires gisant sous les océans. Ce ne sont pas des anomalies isolées, c'est un phénomène mondial qui transcende les continents et les millénaires. Chacun pris isolément peut être expliqué d'une manière ou d'une autre par les récits traditionnels. Mais, quand on les assemble, toutes ces explications commencent à être mises à rude épreuve, car le motif suggère quelque chose de plus grand que la somme de ses parties. Et maintenant, nous allons nous diriger vers des découvertes qui approfondissent ce motif, qui le rendent encore plus tangible. Nous ne regarderons plus seulement ce que les pierres disent, mais à quel point les mondes perdus où ces pierres ont été trouvées étaient vraiment grands. Car ce monde perdu était beaucoup plus peuplé que nous le pensions, et les traces de ces civilisations nombreuses ont commencé à apparaître dans les endroits les plus inattendus. L'une d'entre elles était même un continent entier datant de la dernière ère glaciaire. Et vous pouviez presque le voir depuis l'Angleterre. Car pendant la dernière période glaciaire, il n'y avait pas de mer du Nord. Là où les chalutiers traînent aujourd'hui leurs filets, il y avait une terre immense. Son nom était Doggerland, mais ce n'était pas un pont terrestre étroit. C'était un pays, des rivières y coulaient. Il y avait des lacs, des forêts s'y élevaient, et des gens y vivaient, pendant des milliers d'années. Les pêcheurs britanniques remontaient depuis des siècles, des os et des outils en silex travaillés pris dans leurs filets. Mais le vrai choc est arrivé en mars 2026. Des scientifiques ont analysé l'ADN ancien dans des carottes de sédiments prélevés au fond de la mer, et ce qu'ils ont trouvé a pulvérisé des décennies d'hypothèses. Des arbres de climat tempéré, comme le chêne, l'orme et le noisetier, étaient déjà présents sur le Doggerland il y a 16 000 ans. C'est des milliers d'années avant que les forêts ne se répandent en Angleterre ou en Europe du Nord. Ils ont même détecté l'ADN d'une espèce d'arbre que l'on pensait disparu de la région il y a 400 000 ans. Ce n'était pas une toundra gelée, c'était un refuge accueillant et riche en biodiversité, où plantes, animaux et humains ont coexisté pendant et après la dernière période glaciaire, et sa fin fut lente. Même le tsunami de Storegga, déclenché par un glissement de terrain sous-marin géant au large des côtes norvégiennes, il y a environ 8150 ans, n'a pas détruit le Doggerland d'un seul coup. Certaines îles ont survécu jusqu'à ce que les eaux montent complètement, il y a environ 7000 ans.
Un pays entier a été lentement submergé, et nous commençons à peine à le cartographier. Mais les mondes engloutis ne sont qu'une partie des secrets que l'histoire cache. Certains secrets sont juste sous nos yeux, seulement personne n'en parle. Pensez aux pyramides. Vous pensez à l'Égypte, peut-être au Mexique, au Pérou. Mais la Chine, oui la Chine. Car autour de la ville de Xi'an, dans le centre de la Chine, dans un rayon de 70 miles, se trouvent plus de 400 structures pyramidales. Certaines sont gigantesques. Les dimensions de la base de la plus grande rivalisent avec celles de la grande pyramide de Gizeh. Et une grande partie du monde ignore même leur existence. La plupart sont des tombeaux impériaux de la dynastie Han, datant de 200 avant notre ère à 200 de notre ère. Mais c'est là que ça devient étrange. La plus célèbre appartient à Qin Shi Huang, le premier empereur à avoir unifié la Chine, dont le tombeau est gardé par l'armée de terre cuite. Mais, malgré plus de 50 ans de recherche, ce tombeau n'a toujours pas été ouvert. Les radars à pénétration de sol ont révélé des chambres souterraines massives, des rivières de mercure liquide et un complexe qui s'étend bien au-delà de ce qui est visible en surface. Pourtant, les fouilles ont été reportées indéfiniment. Le gouvernement chinois a restreint l'accès à la plupart des sites pyramidaux, et une étude archéologique à grande échelle de ces plus de 400 structures n'a jamais été réalisée. En 1945, un pilote américain nommé James Grossman a rapporté avoir vu une pyramide géante et blanche depuis les airs en survolant la région. Il a estimé sa hauteur à environ 1000 pieds, ce qui est bien plus haut que la pyramide de Gizeh. Pendant des décennies, les autorités chinoises n'ont ni confirmé ni infirmé cela. Ce n'était pas une conspiration du silence, mais le désintérêt de l'Occident et la politique de la Chine pour protéger sa propre histoire ont caché ces monuments géants au reste du monde. C'était un silence qui n'aurait pas dû exister. Mais même 400 structures géantes pâlissent à côté de la vraie surprise que cache l'Asie de l'Est. Cette découverte se trouve dans un endroit où les chiffres sont vertigineux. La Corée du Sud. Ici, il y a des structures mégalithiques appelées dolmens. Ce sont des monuments en forme de table, généralement formés d'une grande pierre de couverture reposant sur des pierres dressées. Devinez combien il y en a en Corée du Sud? Quelques centaines? Quelques milliers? Non. Entre 35 000 et 40 000. Ce chiffre est supérieur au nombre total de dolmens trouvés dans toute l'Europe occidentale. Aucun autre pays au monde n'a une telle concentration de monuments mégalithiques. Ces monuments en Corée sont datés d'environ 1000 ans avant notre ère. Mais personne ne pose la question. Pourquoi ici? Qu'est-ce qui a poussé une civilisation de la péninsule coréenne à construire des monuments mégalithiques avec une densité jamais vue ailleurs sur la planète? L'investissement en main-d'œuvre à lui seul est ahurissant. Chaque dolmen nécessitait l'extraction, le transport et la mise en place de pierres pesant de quelques tonnes à plus de 50 tonnes. Multipliez ce chiffre par 40 000 et l'effort total représente l'un des projets de construction les plus grands et les plus longs du monde antique. Mais ce fait est à peine discuté en dehors de l'archéologie coréenne. Ce n'est pas le comportement de communautés dispersées et isolées, c'est le comportement d'une culture avec des croyances communes, un travail coordonné et un niveau d'organisation sociale qui reflète les cultures mégalithiques d'Europe, du Moyen-Orient et des Amériques. Nous sommes donc confrontés à un mystère mondial des dolmens, car ces structures n'apparaissent pas seulement en Corée, mais sur tous les continents. Japon, Inde, Moyen-Orient, Europe, Afrique. Les formes sont étonnamment similaires. Est-ce une coïncidence? Ou bien font-elles toutes partie d'une seule et même grande image? Car toutes ces découvertes nous mènent à un endroit bien plus étrange. Un endroit où non seulement les pierres, mais aussi les esprits qui les ont taillées, pourraient être connectés. Et la preuve de cette connexion ne se trouve pas seulement en regardant le ciel, mais aussi... Et la preuve de cette connexion ne se trouve pas seulement en regardant le ciel, mais aussi dans les structures alignées sur ce ciel, avec une précision incroyable. Ce n'est pas une anomalie, c'est un schéma mondial. Et l'un des endroits où ce schéma est le plus clair est le plateau de Gizeh en Égypte. La grande pyramide est alignée sur le nord véritable avec une erreur de moins de 4 minutes d'arc. C'est une précision inférieure à un 1/15 de degré. Sa base est plate à moins d'1 centimètre près sur une surface de 230 mètres. Et cette pyramide n'est pas seule. En Irlande, à Newgrange, construit vers 3200 avant notre ère, un passage étroit et si précisément orienté
que seul le matin du solstice d'hiver, un rayon de soleil pénètre tout le couloir et illumine la chambre intérieure pendant exactement 17 minutes. Cela ne peut pas être une coïncidence. Cela nécessite une planification. Cela signifie un calcul astronomique achevé avant même que les pierres ne soient déplacées. Et 5000 ans plus tard, cela fonctionne toujours. Au Mexique, à Chichén Itzá, le temple connu sous le nom d'El Castillo produit un effet d'ombre aux équinoxes de printemps et d'automne, créant l'illusion d'un serpent à plumes rampant le long des escaliers. Ce n'est pas un jeu de lumière et d'ombre, c'est de l'ingénierie. Toutes ces structures sont alignées sur les mêmes événements célestes précis. Solstice, équinoxe, points cardinaux, elles parlent toutes la même langue, la langue du ciel. Cela démontre bien plus qu'une observation accidentelle, mais une accumulation de connaissances transmises de génération en génération, et la volonté d'ingénierie de graver ces connaissances dans la pierre. Mais, et si les plus grandes découvertes n'étaient pas sous terre, mais sous les arbres, juste devant nos yeux, car la technologie moderne nous montre précisément cela. En 2024, un doctorant, Luke Old Thomas, en naviguant sur la 16e page des résultats de recherche Google, est tombé sur les données d'une enquête environnementale mexicaine vieille de 10 ans. Personne ne les consultait pour l'archéologie. Mais si à l'intérieur de ces données se cachait une ville entière sous les arbres, cette cité maya perdue dans l'état de Campeche, Valeriana, comprenait plus de 6500 structures, pyramides, places, un amphithéâtre et une colonie s'étendant sur environ 130 km². À son apogée, entre 740 et 850 de notre ère, elle aurait pu abriter de 30 000 à 50 000 personnes. Elle était là depuis des siècles, juste à côté d'une autoroute moderne, et personne ne s'en était rendu compte. Mais ce n'était que le début. En janvier 2024, des scans, lidar dans la vallée du Pano dans le bassin amazonien de l'Équateur, ont révélé un complexe urbain vieux de 2500 ans. Cette ville, composée de monticules de terre de 150 mètres de long et 8 mètres de haut, reliée par un vaste réseau de routes, a fait voler en éclats l'hypothèse selon laquelle l'Amazonie était une nature sauvage et intacte. Et en 2025, des scans, lidar par drone sur l'un des sites archéologiques les plus étudiés de la planète, le Machu Picchu, ont révélé 12 nouvelles structures près de la citadelle principale, cachées sous une épaisse couverture forestière. Partout où nous regardons, le lidar nous dit la même chose. Le passé était beaucoup plus grand, beaucoup plus peuplé et beaucoup plus complexe que nous le pensions. Pourtant, toutes ces structures et villes peuvent te paraître insignifiantes à côté du choc créé par un seul objet. Au printemps 1901, des pêcheurs d'éponges grecs ont trouvé une épave au large de l'île d'Anticythère, à environ 60 mètres sous la surface. Parmi les artefacts en bronze rouillé extraits de l'épave se trouvait un tas de métal calcifié de la taille d'une boîte à chaussures. Il a été oublié dans un entrepôt de musée pendant des années, jusqu'à ce que quelqu'un y regarde de plus près et voit les engrenages à l'intérieur. Plus de 30 engrenages en bronze à dents triangulaires, emboîtés les uns dans les autres. Ce n'était pas un ornement, c'était une machine, le mécanisme d'Anticythère, le plus ancien ordinateur analogique connu au monde. Datant du IIe siècle avant notre ère, ce dispositif mécanique à manivelle pouvait prédire les éclipses solaires et lunaires, suivre les positions du Soleil et de la Lune, calculer le calendrier des anciens Jeux olympiques et modéliser le mouvement irrégulier de la Lune. Ce n'est pas de la simple ingénierie, c'est de la mécanique céleste appliquée, traduite en bronze. Mais le fait le plus bouleversant est le suivant. Une technologie similaire n'est réapparue que 1400 ans plus tard. C'est comme si cet ensemble de connaissances, cette tradition de fabrication d'engrenages de précision et de calcul astronomique, avait disparu avec ce seul et unique exemplaire. Et si ce navire n'avait pas coulé, cet appareil incroyable aurait probablement été fondu et recyclé pour son bronze, et nous n'aurions jamais eu connaissance de son existence. Ce qui soulève la question, combien d'autres y en avait-il? Toutes ces découvertes, des structures qui lisent chez le ciel, des villes perdues révélées par laser et un ordinateur avec 1400 ans d'avance sur son temps, nous montrent ce que nous avons trouvé. Nous savons maintenant que le passé est très différent de ce qu'on nous a raconté. Mais la question du comment reste en suspens. Comment ces pierres ont-elles été taillées avec autant de précision? Avec quelles connaissances mathématiques ces alignements ont-ils été calculés?
Et avec quelle connaissance perdue de la physique ces objets impossibles fonctionnaient-ils? Car lorsque vous commencez à examiner les engrenages à l'intérieur du mécanisme d'Anticythère, vous ne voyez pas seulement une machine, vous voyez aussi une compréhension du cosmos que même la science moderne commence à peine à saisir, et cette compréhension pourrait changer tout ce que nous savons. Jusqu'à présent, nous avons examiné ce que nous avons trouvé, des cités perdues, des pierres impossibles, des mondes engloutis, mais nous sommes maintenant à un point où le rythme ralentit, où nous retenons notre souffle pour nous plonger dans les détails. Car la vraie question n'est pas quoi, mais comment. Comment ces structures incroyables ont-elles été construites? Comment cette connaissance perdue fonctionnait-elle? C'est pourquoi nous allons maintenant examiner de plus près les mécanismes derrière cette ingénierie ancienne, c'est-à-dire la physique et la géométrie. Et notre première étape, peut-être la plus fondamentale mais aussi la plus surprenante, est le monde submergé. Ce n'est pas seulement une découverte, c'est aussi un mécanisme qui explique l'une des plus grandes illusions de l'histoire. Pour comprendre ce mécanisme, utilisons une métaphore simple. Imaginez que vous remplissez votre baignoire d'eau, puis ajoutez une poignée de glaçons. Que se passe-t-il au niveau de l'eau lorsque la glace fond? La réponse intuitive de la plupart d'entre nous serait « il monte ». Mais c'est faux, car la glace était déjà dans l'eau et, selon le principe d'Archimède, elle avait déjà déplacé un volume d'eau égal à son propre poids. Donc, quand elle fond, le niveau reste le même. Mais imaginez maintenant que vous ajoutiez des glaçons de l'extérieur de la baignoire, par exemple depuis une carafe. Lorsque cette glace fond, le niveau de l'eau monte, car vous avez ajouté de l'eau au système de l'extérieur. La fin de la dernière période glaciaire était exactement ce deuxième scénario. Les immenses calottes glaciaires qui recouvraient l'Amérique du Nord et l'Eurasie, atteignant jusqu'à 3 km d'épaisseur, étaient des montagnes de glace sur la terre ferme. Elles s'étaient formées par l'évaporation de l'eau des océans, qui était retombée sous forme de neige et s'était accumulée pendant des milliers d'années. L'eau de la planète avait donc été prélevée des océans et stockée sous forme de glaciers géants sur les continents. Ce processus a abaissé le niveau de la mer d'environ 120 mètres par rapport à aujourd'hui. C'est une baisse équivalente à 4 fois la distance entre Londres et New York. Lorsque ces énormes calottes glaciaires ont commencé à fondre, l'eau de fonte est retournée dans les océans, exactement comme si l'on ajoutait de l'eau à la baignoire de l'extérieur. Le niveau de la mer a donc monté, et cette montée a changé le cours de l'histoire humaine pour toujours. Car au cours de ce processus, une superficie d'environ 25 millions de kilomètres carrés de la surface de la Terre, soit une masse terrestre presque aussi grande que tout le continent africain a été submergée. Ces zones, comme les deltas fluviaux et les plaines côtières, étaient les endroits les plus idéaux pour le développement des civilisations. C'est pourquoi si une civilisation avancée de l'ère glaciaire a existé, une grande partie de ses preuves repose maintenant au fond de la mer. Mais cette histoire ne concerne pas seulement la submersion, c'est aussi l'histoire d'un génie de l'ingénierie qui nous surprend encore aujourd'hui. Ce qui nous amène à notre deuxième mécanisme, la technologie LIDAR. Le LIDAR, ou détection et estimation de la distance par la lumière, repose en réalité sur un principe assez simple. Tout comme une chauve-souris cartographie son environnement en envoyant des ondes sonores et en écoutant leurs échos, le LIDAR envoie des centaines de milliers d'impulsions laser par seconde depuis un avion ou un drone. Lorsque ces impulsions laser sont envoyées sur une zone boisée, certaines se réfléchissent sur les feuilles des arbres, d'autres sur les branches, et d'autres encore atteignent le sol et sont renvoyées. Un ordinateur mesure le temps aller-retour de chaque impulsion laser pour calculer la distance exacte du point où elle s'est réfléchie. Et lorsque ce nuage de millions de points de données est traité, l'ordinateur peut effacer numériquement les feuilles et les branches. Il ne reste que les réflexions qui ont atteint le sol. Le résultat est une carte tridimensionnelle nue du terrain qui sont les arbres. Cette technologie révèle les structures, les routes et les terrasses agricoles cachées sous les forêts. Par exemple, le programme Alianza MRIDD+ mené au Mexique en 2013 était une étude environnementale dont le but principal était de mesurer les niveaux de carbone dans les forêts. Les données LIDAR sont restées dans une base de données publique pendant 10 ans, car personne ne les consultait pour l'archéologie. Lorsque Luke Hall Thomas et son équipe ont analysé ces données, ils ont révélé la zone de 130 km² de la ville de Valeriana, ses 6500 structures et ses pyramides.
C'était un travail qui aurait peut-être pris des centaines d'années avec des relevés de terrain traditionnels. Grâce au lidar, il a été achevé en quelques mois. Le lidar ne nous permet donc pas seulement de trouver de nouveaux endroits, il nous amène aussi à réécrire toutes nos hypothèses sur l'échelle des civilisations passées. Le fait que l'Amazonie ait été en réalité densément urbanisée ou que de nouvelles structures aient été découvertes, même dans un lieu aussi connu que le Machu Picchu, montre la nature révolutionnaire de cette technologie. Et si la technologie se trouvait dans les roches elles-mêmes, cela nous amène à notre troisième mécanisme, le béton géopolymère et la vitrification. La texture vitreuse observée à la surface de certaines pierres de Sacsayhuaman indique que la roche a été exposée à une température supérieure à 1100 degrés Celsius. La civilisation Inca ne disposait pas de la technologie pour produire une telle chaleur. Mais certains chercheurs suggèrent que cela pourrait être la preuve d'une ancienne technologie de géopolymère. Les géopolymères sont des matériaux semblables au ciment, créés en mélangeant certaines poudres minérales avec une solution alcaline. Ce mélange peut durcir même à température ambiante pour former une substance extrêmement durable, semblable à de la roche. Des chercheurs comme Joseph Davidovits ont affirmé que certains blocs des pyramides égyptiennes pourraient en fait être une sorte de béton géopolymère coulé sur place. Selon cette théorie, les anciens auraient pu créer des blocs en mélangeant des roches concassées avec un liant et en les coulant dans des moules, au lieu de tailler et de transporter les roches. Cela pourrait expliquer pourquoi les blocs s'emboîtent si parfaitement. La vitrification, quant à elle, pourrait être un sous-produit d'une réaction chimique très rapide dans ce mélange géopolymère. Ou peut-être utilisait-il une sorte d'extrait de plante acide ou un autre produit chimique pour ramollir les roches. Cela aurait pu permettre de mouler les pierres les unes contre les autres et de les assembler avec une telle précision. Bien que cette théorie soit largement rejetée par l'archéologie dominante, elle offre un cadre alternatif pour expliquer les coupes impossibles de Pumapunku et les joints incroyables de Sacsayhuaman. Cela aurait rendu possible un niveau de précision inexplicable avec des outils traditionnels, et cela implique que les anciens pourraient avoir été bien plus savants que nous le pensions, non seulement en génie mécanique, mais aussi en génie chimique. Des mondes engloutis, des lasers qui voient tout sous les forêts, et peut-être une chimie qui ramollit la roche. Ces mécanismes offrent des indices sur comment les anomalies que nous voyons auraient pu être possibles. Mais il y a d'autres pièces à ce puzzle, car ces anciens ingénieurs utilisaient un autre outil, et cet outil leur permettait de comprendre non seulement la Terre, mais aussi le ciel. C'était bien plus que des calendriers et des prophéties. C'était une horloge cosmique qui leur permettait de se synchroniser avec l'univers lui-même. Et les engrenages de cette horloge n'étaient pas seulement faits de bronze, mais aussi de pierre, et le mécanisme de cette horloge reposait sur le mouvement lent mais incessant de la Terre elle-même. Ce qui nous amène au quatrième, et peut-être le plus révélateur des mécanismes, la précession des équinoxes. Pour comprendre cela, imaginez une toupie qui tourne. Pendant qu'elle tourne, elle oscille sur son axe, n'est-ce pas? Notre Terre, tout comme cette toupie, oscille lentement sur son axe de rotation. Ce mouvement d'oscillation est dû à l'attraction gravitationnelle du Soleil et de la Lune sur le renflement équatorial de notre planète. Et il faut un temps incroyablement long pour que ce cycle d'oscillation se termine, environ 25 920 ans. Cette période est également appelée Grande Année ou année platonicienne. Cette oscillation a un effet très important lorsque nous regardons le ciel. Imaginons que nous observions quelle constellation se trouve derrière le Soleil au moment où il se lève le jour de l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire le jour où la nuit et le jour sont égaux. En raison de la précession, cette constellation se décale très légèrement vers l'arrière chaque année. Ce décalage est si lent qu'il faut environ 2160 ans pour que le Soleil passe d'un signe du zodiaque à un autre. Et il faut bien ces 25 920 ans pour qu'il fasse un tour complet à travers les 12 signes. Suivre la précession n'est pas possible avec seulement quelques années d'observation. Cela nécessite une tenue de registres astronomiques, continue et précise sur des générations, voire des millénaires. C'est pourquoi la science dominante admet que la précession a été découverte vers 130 avant notre ère par l'astronome grec Hipparque. Car avant lui, il n'y a aucune preuve tangible que des registres aussi longs aient été tenus. Mais et si les preuves n'étaient pas dans des documents écrits mais gravés dans la pierre elle-même? Car la théorie de la corrélation d'Orion, avancée par des chercheurs comme Robert Bauval, affirme que les 3 pyramides de Gizeh sont alignées avec les 3 étoiles de la ceinture de la constellation d'Orion.
Mais cet alignement n'est pas parfait avec le ciel d'aujourd'hui. Beauval, en calculant la précession à rebours, a découvert que la correspondance la plus parfaite se produisait vers 10 500 avant notre ère, c'est-à-dire à l'époque où Orion était à son point le plus bas dans le ciel. Cette date est trop significative pour être une coïncidence. Donc, si c'est vrai, les constructeurs des pyramides connaissaient non seulement le ciel de leur propre temps, mais aussi le ciel de milliers d'années auparavant, et ils le codaient dans leur architecture monumentale. Cela signifierait la réécriture de l'histoire de l'humanité, ce qui nous amène au 5e mécanisme, celui qui explique non seulement comment les pierres regardaient le ciel, mais aussi comment elles s'emboîtaient si parfaitement les unes dans les autres, la maçonnerie polygonale. Pensez-y comme à un puzzle, mais un puzzle où chaque pièce est unique et irrégulière. Dans la maçonnerie traditionnelle, on utilise des blocs de taille standard comme des briques ou des pierres de taille, et les joints sont remplis de mortier. Mais dans la maçonnerie polygonale, il n'y a pas de mortier. Les pierres sont taillées en forme irrégulière, multiangulaire, et chacune est sculptée pour s'adapter parfaitement aux pierres adjacentes, comme un gant s'adapte à une main. Cette technique crée des murs incroyablement solides et résistants au séisme, car pendant un tremblement de terre, les pierres emboîtées dissipent l'énergie, empêchant le mur de s'effondrer. Il n'y a pas de joint rectiligne faible comme dans les murs droits. On voit les exemples les plus frappants de cette technique à Sacsayhuaman au Pérou, à Delphes en Grèce, et même sur l'île de Pâques au milieu du Pacifique. Des milliers d'années et des milliers de kilomètres séparent ces cultures. Mais la technique qu'elles utilisent est étonnamment similaire. Comment est-ce possible? L'archéologie dominante explique cela par l'évolution convergente, c'est-à-dire que différentes cultures ont trouvé indépendamment des solutions similaires à des problèmes similaires, comme les tremblements de terre. C'est une explication plausible, mais il y a peut-être plus, car cette technique n'est pas seulement fonctionnelle, elle demande aussi une habileté et un temps incroyable. Il faut sculpter, essayer et resculpter chaque pierre à plusieurs reprises pour l'adapter à une autre pierre de plusieurs dizaines de tonnes à côté, sans qu'un papier ne puisse s'y glisser. Ce n'est pas seulement une solution d'ingénierie, c'est aussi une forme d'art. C'est pourquoi certains suggèrent que la diffusion mondiale de cette technique pourrait provenir d'une source de connaissances communes ou d'une tradition de construction perdue. C'est une affirmation difficile à prouver. Mais la similitude dans le caractère esthétique et la qualité de l'exécution des murs sur différents continents laisse entrevoir qu'il pourrait y avoir plus qu'une simple coïncidence. Enfin, nous arrivons au mécanisme peut-être le plus fondamental, mais le plus négligé, l'échelle massive et la permanence. Pourquoi des blocs de 800 tonnes? Pourquoi essayer de déplacer une pierre de 1650 tonnes? Si le but était simplement de construire un temple, des pierres beaucoup plus petites et gérables auraient fait l'affaire. Mais, et si le but n'était pas seulement de construire une structure, et si le but était de créer quelque chose qui vaincrait le temps lui-même? C'est le même problème auquel sont confrontés les ingénieurs modernes qui tentent de résoudre le problème du stockage des déchets nucléaires. Nous devons stocker en toute sécurité des déchets nucléaires dangereux pendant 10 000 ans. Mais, quelles langues seront parlées dans 10 000 ans? Quels symboles seront compris? L'étude du département de l'énergie des États-Unis à ce sujet a abouti à un concept connu sous le nom de architecture hostile. C'est-à-dire qu'il faut construire des structures si grandes, si étranges et si peu naturelles que toute civilisation future, même si elle ne comprend pas votre langue ou vos symboles, comprendra que cet endroit est important et probablement dangereux. Cela incluait des idées comme un paysage d'épines composé de blocs de pierre géants et pointus ou des terrassements massifs conçus pour décourager l'établissement humain. Fondamentalement, la science moderne a conclu que le meilleur moyen de laisser un avertissement pour l'avenir est de faire quelque chose de très similaire à ce que nos anciens ancêtres ont fait. Construire des monuments en pierre massifs, permanents et ne nécessitant pas de langue pour être compris. C'est pourquoi ces pierres géantes de Baalbek ne sont peut-être pas seulement une fondation. Elles sont peut-être le message lui-même, disant « Nous étions là, nous pouvions faire cela, ne l'oubliez pas ». C'est une tentative d'envoyer un signal au-delà du temps. Des astronomes qui connaissaient la précession, des maîtres qui construisaient des murs antisismiques et des ingénieurs qui bâtissaient assez grand pour vaincre le temps lui-même. Ces techniques nous chuchotent non seulement comment cela a été fait, mais aussi pourquoi cela aurait pu être fait. Un corpus de connaissances, une tradition,
peut-être un avertissement. Mais, ce qui est vraiment excitant, c'est où ces techniques nous mènent, car ces anciens artisans ne façonneront pas seulement la pierre, mais aussi la connaissance elle-même, et la forme la plus pure, la plus distillée de cette connaissance, nous attend, cryptée, au cœur des plus anciens temples de la planète. Nous nous dirigeons maintenant vers le moment le plus dramatique de l'histoire pour déchiffrer ce code, car un pilier de pierre trouvé à Göbekli Tepe n'est pas seulement une œuvre d'art, c'est peut-être le plus ancien enregistrement de catastrophe de l'histoire de l'humanité. Et ce que cet enregistrement dit, pourrait être le son d'une explosion qui unifie toute notre histoire, qui met toutes les pièces en place. Jusqu'à présent, nous avons posé les fondations, nous avons compris les techniques, mais nous sommes maintenant arrivés au moment où le rythme atteint son apogée, où les souffles se retiennent. C'est le point culminant. C'est là que l'épreuve cesse d'être un murmure pour devenir un cri. Car ce qui nous attend à Göbekli Tepe n'est pas seulement un ancien temple, c'est la clé de l'un des plus grands mystères de l'histoire. C'est la mémoire pétrifiée d'une catastrophe qui a changé le cours de l'histoire humaine. Et tout est caché sur un seul pilier, dans un seul bas-relief, le pilier 43, aussi connu sous le nom de pierre du vautour. Et cette pierre raconte une histoire effrayante qui relie tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Soyez prêts, car après cela, plus rien ne sera comme avant. Ce n'est pas de l'art. C'est un enregistrement. Les figures complexes sur la pierre du vautour peuvent ressembler à première vue à des gravures d'animaux aléatoires. Un vautour, un scorpion, divers animaux et un cercle. Mais, en 2017, le docteur Martin Sweatman et son équipe de l'Université d'Édimbourg ont regardé ces reliefs avec un œil différent. Ils ont suggéré que ces animaux représentaient en fait des constellations. Le vautour était la constellation du Sagittaire, le scorpion, la constellation du Scorpion, et les autres animaux correspondaient à des groupes d'étoiles spécifiques dans le ciel. C'était une révolution, car si c'était vrai, la pierre du vautour est un calendrier, une carte des étoiles. Mais c'est la carte de quoi? Les chercheurs ont utilisé des simulations informatiques pour calculer à quel moment précis dans le passé le ciel apparaissait exactement de cette façon. Et la date qu'ils ont trouvée a provoqué une onde de choc dans le monde scientifique. 10 950 avant notre ère. Cette date vous rappelle-t-elle quelque chose? C'est le début du Dryas récent, que nous avons examiné en détail dans notre dernier documentaire. Le début exact de cette période de refroidissement soudain, dévastateur et mondial. Ce moment où les extinctions de la mégafaune se sont produites, où la culture Clovis a soudainement disparu et qui est au centre de l'hypothèse de l'impact d'une comète. La pierre du vautour, selon cette hypothèse, est un mémorial de cette catastrophe. La figure humaine sans tête sur la pierre pourrait symboliser la perte massive de vies humaines dans cette catastrophe, et le cercle que le vautour tient dans son aile pourrait représenter l'objet mortel venu du ciel, c'est-à-dire la comète. C'était le plus ancien enregistrement de catastrophe de l'histoire. Il y a exactement 12 950 ans, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs avaient été ravés dans la pierre l'événement terrible qui leur était arrivé, dans l'espoir que les générations futures le comprendraient. Ce n'était plus une hypothèse, c'était une vérité que la pierre elle-même racontait. Et cette vérité révélait que Göbekli Tepe n'était pas seulement un temple, mais aussi un observatoire et un système d'alerte. Ils n'étaient pas seulement des chasseurs, ils étaient des astronomes, et ils se souvenaient de quelque chose que nous avons oublié. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car ce mémorial de catastrophe n'était pas seulement à Göbekli Tepe. Le même motif, le même symbolisme, le même souvenir terrible est réapparu ailleurs, des milliers d'années plus tard, dans une culture complètement différente. Nous quittons maintenant le sud-est de la Turquie et nous nous dirigeons vers Karahan Tepe, à environ 35 km à l'est. C'est le site jumeau de Göbekli Tepe, fouillé ces dernières années dans le cadre du projet Taş Tepeler. Et ce qui y a été trouvé rend l'histoire racontée par la pierre du vautour encore plus effrayante. Karahan Tepe est daté d'environ 9400 avant notre ère, et tout comme Göbekli Tepe, il possède des piliers en forme de T et des reliefs d'animaux complexes. Mais ici, l'architecture est beaucoup plus complexe. Les structures sont creusées directement dans la roche-mère, et en 2021, les archéologues y ont trouvé quelque chose d'incroyable. Une chambre creusée dans la roche-mère.
et à l'intérieur de cette chambre se trouvaient 11 piliers phalliques géants. Mais, au centre de la chambre, une tête humaine terriblement réaliste jaillissait du mur, et juste à côté de cette chambre, en 2023, une autre découverte choquante a été faite. Sur un banc de terre, une statue humaine, presque squelettique, avec les côtes et la colonne vertébrale bien visibles, tenant un serpent dans sa main. Mais le détail le plus glaçant était le vautour qui se tenait sur le mur, juste derrière cette statue. 2 vautours, exactement comme à Göbekli Tepe. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. C'était la preuve que le même traumatisme, la même histoire, la même peur, était encore vivante 1500 ans plus tard. Göbekli Tepe avait enregistré la catastrophe. Karahan Tepe dessinait le portrait d'une société vivant avec le souvenir de cette catastrophe, ayant intégré ce traumatisme dans son art et sa religion. Ce n'était plus un événement isolé, c'était une mémoire culturelle qui a duré des milliers d'années. Et cette mémoire s'était façonnée autour d'une catastrophe venue du ciel. Alors, quelle était l'ampleur de cette catastrophe? Cela nous amène à l'autre bout de la planète, en Amérique du Nord. Car la couche géologique connue sous le nom de frontière du Drias récent, ISDB, nous offre les empreintes digitales mondiales de cette catastrophe. Cette couche est datée d'environ 12 800 ans et se trouve dans des carottes de sédiments aux 4 coins de la planète. Et dans cette couche, il y a des choses qui ne devraient normalement pas y être. De fortes concentrations de platine. Cet élément est généralement associé à des objets extraterrestres, c'est-à-dire des météores et des comètes, 100 fois plus que la normale. Des sphérules de verre fondu ou microtectites. Celles-ci se forment par la chaleur et la pression extrême générée lors d'un impact lorsque les roches fondent et refroidissent instantanément. Et des nanodiamants, des diamants microscopiques qui ne peuvent se former que par les ondes de choc produites par un impact ou une explosion massive. Ces preuves ont été trouvées dans plus de 50 régions différentes, couvrant une superficie totale de 50 millions de kilomètres carrés, y compris en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et au Moyen-Orient. C'est environ 10% de la surface de la planète. Selon l'hypothèse de l'impact du Drias récent, il y a environ 12 800 ans, de multiples fragments d'une comète désintégrée ont frappé la calotte glaciaire qui recouvrait l'Amérique du Nord. Cet impact a libéré une énergie des millions de fois supérieure à celle de la bombe d'Hiroshima. Il a provoqué des inondations massives instantanées. Il a projeté d'énormes quantités de vapeur d'eau et de poussière dans l'atmosphère. Il a bloqué la lumière du soleil et il a plongé la planète dans une ère glaciaire soudaine qui a duré plus de 1000 ans. Ce n'est pas seulement une théorie, c'est un fait de plus en plus accepté, soutenu par des preuves géologiques. Et ce fait explique parfaitement pourquoi la pierre du vautour a été sculptée. Cette catastrophe mondiale n'a pas seulement changé le climat, elle a aussi changé l'humanité pour toujours. Car juste avant cet événement, une culture de chasseurs-cueilleurs avancée, le peuple Clovis, vivait en Amérique du Nord. Connus pour leurs pointes de lance cannelées distinctives, ces gens s'étaient répandus sur le continent et chassaient avec succès. Mais, soudainement, il y a exactement 12 800 ans, ils ont disparu. Les pointes de lance Clovis abondantes dans les couches, sous la frontière du Drias récent, disparaissent complètement juste au-dessus de la frontière. À leur place, différentes cultures utilisant des outils plus petits et moins complexes apparaissent, comme si une réinitialisation de la technologie et des connaissances avait eu lieu. Et pas seulement eux. À cette époque, 75% de la mégafaune d'Amérique du Nord, c'est-à-dire les mammouths, les mastodontes, les tigres à dents de sabre et les paresseux géants, ont disparu. Cette extinction de masse a été l'une des plus rapides et des plus violentes sur la planète depuis celle qui a mis fin aux dinosaures. Ce n'était pas juste un changement climatique, c'était une apocalypse. Et l'épicentre de cette apocalypse était précisément là où vivait cette culture de chasseurs avancés. Cela nous amène à cette question troublante. Et si cet impact avait détruit non seulement des animaux, mais aussi une civilisation humaine avancée? Et si le peuple Clovis était bien plus que ce que nous pensions? Et s'ils étaient la branche américaine de cette civilisation mondiale perdue, le monument de Göbekli Tepe? Le traumatisme de Karahan Tepe, les preuves d'impact répandues sur la planète, et une culture qui disparaît soudainement en Amérique. Toutes les pièces s'assemblent, et l'image qui en ressort est à la fois effrayante et éclairante. L'humanité, à un moment de son histoire, a connu une grande réinitialisation. Une catastrophe a détruit le monde que nous connaissions,
et les survivants ont gravé ce terrible souvenir dans la pierre pour que les générations futures ne l'oublient jamais. Ce n'est pas l'histoire d'un début, c'est l'histoire d'un nouveau départ. Mais même ce nouveau départ n'est pas toute l'histoire, car les survivants de cette catastrophe n'ont pas seulement apporté leur traumatisme, ils ont aussi apporté une connaissance issue de ce monde perdu. Et les traces de cette connaissance nous mènent maintenant à la partie peut-être la plus surprenante et la plus philosophique de l'histoire, car ces gens ne savaient pas seulement ce qu'ils avaient perdu, mais aussi ce qu'ils devaient reconstruire. Et ce plan de construction n'était pas seulement fait de pierre, mais aussi d'étoiles, de géométrie et d'une science oubliée. C'est pourquoi nous allons maintenant examiner les preuves qui montrent à quel point ce nouveau départ a été magnifique, à quel point cette connaissance perdue était profonde. Le rythme ne ralentit pas. Au contraire, nous arrivons au moment où nous verrons comment tout est interconnecté, car les survivants de cette catastrophe ne sont pas restés sous les décombres. Ils se sont relevés, et ils ont commencé à construire des monuments aux quatre coins du monde, portant la même signature d'ingénierie, la même connaissance cosmique. C'est l'histoire la plus épique de la renaissance de l'humanité à partir de ses cendres. Et la première preuve nous ramène à l'épicentre du nouveau départ, c'est-à-dire à Tasht-Tepeler. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un réseau. La découverte de Göbekli Tepe était en soi une révolution. Mais nous savons maintenant que Göbekli Tepe n'était pas seul. Il n'était qu'un des au moins 12 sites monumentaux répartis sur une zone de 200 km², connus sous le nom de Tasht-Tepeler, les collines de pierre. Et ce nombre augmente chaque jour. Kara Hen-Tepe, Saiburs, Sefer Tepe. Chacun est daté de la même période que Göbekli Tepe, c'est-à-dire entre 10 000 et 8 000 avant notre ère. Chacun possède les mêmes piliers en forme de T, le même symbolisme animalier, les mêmes symboles en forme de hache. Ce n'était pas le travail d'un seul village de génie. C'était un réseau à l'échelle d'une civilisation, partageant une culture commune, une croyance commune et une technologie commune. Et les maillons nouvellement découverts de ce réseau approfondissent encore l'histoire. La statue humaine de 2,45 mètres de haut trouvée à Kara-Hantep en 2023 est la plus grande statue connue de cette période, une première dans l'histoire. En octobre 2025, toujours à Kara-Hantep, un visage humain a été trouvé pour la première fois sculpté sur un pilier hanté. Cela montrait que ces piliers n'étaient pas seulement symboliques, mais pouvaient aussi être des entités représentant des ancêtres ou des dieux. En novembre 2025, à Sefer Tepe, 2 autres visages humains ont été trouvés, l'un en haut relief, l'autre en bas relief. Cela montrait que chacun de ces sites, au sein d'un cadre culturel commun, développait sa propre tradition sculpturale locale. Cela ne peut pas être le travail de groupes de chasseurs-cueilleurs dispersés. C'est l'œuvre d'une société organisée, hiérarchique et capable de coordonner des dizaines de milliers de personnes. Et tout cela avant l'agriculture. Ce seul fait exige de réécrire tous les manuels d'histoire de l'humanité. Mais ce réseau ne se limitait pas à la Turquie. La même connaissance, la même maîtrise géométrique s'était répandue même dans les coins les plus reculés de la planète. Nous quittons maintenant la Turquie pour nous rendre sur la terre la plus isolée au milieu de l'océan, l'île de Pâques. Tout le monde connaît les statues géantes Moai qui s'y trouvent. Mais très peu de gens savent à quel point les plateformes sur lesquelles reposent ces statues, les Ahu, sont une merveille d'ingénierie incroyable, surtout le mur d'Ahu Vinapu. Ce mur est fait de blocs de basalte de 10 tonnes, et ces blocs sont assemblés avec une telle précision qu'on ne peut même pas y glisser une pointe de couteau. Mais le vrai choc n'est pas là. Le vrai choc est l'incroyable ressemblance de ce mur avec les murs incas de Sacsayhuaman et de Cusco au Pérou. À des milliers de kilomètres de là, la même technique polygonale, le même assemblage sans mortier, la même surface lisse. C'est comme si le même maître d'œuvre avait travaillé des 2 côtés de l'océan. Mais il y a au moins 1500 ans entre eux, et l'île de Pâques est à 3700 km de l'Amérique du Sud. Comment est-ce possible? La vision dominante dit que c'est encore une évolution convergente. Mais la ressemblance va bien au-delà de la fonctionnalité. C'est une signature esthétique, c'est une tradition. Des explorateurs comme Thor Heyerdahl ont tenté de prouver que ce lien était réel, que des marins de l'ancien Pérou avaient navigué jusqu'à l'île de Pâques. Son expédition Kon-Tiki a montré que ce voyage était possible avec un radeau primitif. Mais
la science dominante a largement rejeté cette idée. Pourtant, ces murs de pierre sont là, et ils nous murmurent qu'à une époque que nous avons oubliée, les océans n'étaient pas une barrière, mais une autoroute, la planète et le nombre de jours dans une année, 366, car il comptait aussi le jour bissextile. Cela nécessite une connaissance incroyablement avancée de la géodésie et de l'astronomie. La théorie de Thom a été largement critiquée par l'archéologie dominante pour des anomalies statistiques et des différences d'interprétation. Mais, et s'il avait raison, et si c'était l'unité de mesure standard utilisée par cette civilisation mondiale perdue, cela pourrait expliquer pourquoi des structures sur différents continents ont des proportions similaires. Cela montrerait que ce plan de construction mondiale avait une règle commune, le réseau de civilisation de Tash-Tepeler, le mur impossible de l'île de Pâques et l'unité de mesure cosmique de Grande-Bretagne. Ces moments épiques nous racontent l'histoire d'un nouveau départ, l'histoire d'une humanité qui a survécu à une catastrophe, mais qui a conservé les miettes de la connaissance perdue et a codé cette connaissance dans des structures monumentales à travers le monde. Ils ont essayé de nous laisser un message, avec des pierres, avec la géométrie et avec les étoiles. Mais, maintenant, il est temps que le rythme ralentisse, que nos cœurs reviennent à la normale et que nous nous arrêtions pour réfléchir au milieu de ces découvertes vertigineuses. Que signifient pour nous toutes ces preuves, toutes ces structures impossibles, toute cette connaissance perdue? Ce n'est pas seulement l'histoire de vieilles pierres et d'os, c'est l'histoire de qui nous sommes, d'où nous venons et peut-être où nous allons. Car il y a une question que ces anciens monuments nous posent, et cette question ne concerne pas seulement notre passé, mais aussi notre avenir. Et cette question est aussi profonde et personnelle que l'existence elle-même. Et maintenant, nous nous arrêtons pour réfléchir. Après toute cette vitesse vertigineuse, ces découvertes épiques, ces chiffres choquants, c'est maintenant le temps du silence et de la réflexion. Car toutes ces pierres, toutes ces étoiles, toutes ces civilisations perdues nous posent une seule question fondamentale. Quelle est notre place dans toute cette immensité? Ce n'est pas seulement une question scientifique, c'est la question la plus profonde, la plus philosophique que chaque être humain se pose à un moment donné. Ce soir, nous allons réexaminer cette question à la lumière des preuves que nous avons trouvées. Car ces structures anciennes nous tendent un miroir, non seulement pour comprendre le passé, mais aussi pour comprendre notre propre place dans l'univers. Et ce que nous voyons lorsque nous regardons dans ce miroir est une série de contrastes puissants, troublants, mais aussi incroyablement beaux. Le premier contraste, peut-être le plus évident, concerne le temps lui-même. D'un côté, il y a Göbekli Tepe, vieux de 12 000 ans, une structure presque aussi vieille que toute l'histoire de l'humanité. De l'autre, il y a ta vie, peut-être 80 ans, peut-être 90. À l'échelle mondiale, 12 000 ans ne sont qu'un clin d'œil à côté des 4,5 milliards d'années de la Terre. Mais ta vie de 80 ans est presque invisible même à côté de l'âge de Göbekli Tepe. Comment un instant si bref peut-il donner un sens à un passé si long? C'est l'un des paradoxes les plus fondamentaux de notre existence. La tragique vérité est que nous sommes des fantômes dans le temps. Nous sommes un grain de sable emporté par le grand fleuve de l'histoire. Nous ne connaîtrons jamais le nom de ceux qui ont construit Göbekli Tepe. Nous ne parlerons pas leur langue. Nous n'entendrons pas leur chant. Nous ne pourrons jamais ressentir exactement ce qu'ils ont ressenti. Sans parler de 12 000 ans, nous ne pouvons même pas saisir pleinement le monde de nos ancêtres d'il y a 500 ans. Comme les innombrables générations qui nous ont précédés, nous brillerons un court instant sur cette planète, puis nous nous éteindrons. Et ceux qui viendront après nous ne sauront pas non plus exactement qui nous étions, ce que nous aimions, ce dont nous avions peur. C'est une vérité mélancolique de la défaite de l'homme face au temps. C'est pourquoi ce que nous ressentons en touchant ces pierres n'est pas seulement de l'admiration, mais aussi une sorte de tristesse. Mais voici le mot magique, mais toi, avec ta courte vie de 80 ans, tu peux regarder ces pierres et ressentir quelque chose. Tu peux franchir ce vide de 12 000 ans avec un pont dans ton esprit. Tu peux imaginer les callosités dans la main de l'homme qui a taillé ces pierres, la sueur sur son front, l'espoir dans son cœur. C'est la beauté d'être humain. Autant le temps nous sépare, autant notre imagination et notre empathie nous unissent. Oui, nous sommes éphémères. Mais cette fugacité augmente la valeur de l'instant. Nous avons le privilège d'expérimenter l'univers lui-même à travers le prisme de notre propre fugacité.
Ceux qui ont construit Göbekli Tepe le savaient peut-être très bien. Ils ont compris que leur courte vie pouvait s'étendre sur des milliers d'années grâce à ces pierres. Ils ont découvert que l'arme la plus puissante contre la cruauté du temps est de laisser un héritage. C'est pourquoi, lorsque tu regardes ces pierres, tu ne regardes pas seulement le passé. Tu assistes à la danse éternelle de l'humanité avec le temps. Tu établis un lien avec l'infini dans ce bref instant. Ta vie fait partie de cette grande histoire. Et c'est une vérité aussi tragique qu'incroyablement porteuse d'espoir. Tu es le dernier maillon de cette chaîne de 12 000 ans. Et toi aussi, tu tailles les pierres de ton propre temps. Le deuxième contraste concerne l'échelle. D'un côté, il y a un bloc de pierre colossal de 1650 tonnes à Baalbek, taillé par la main de l'homme, d'un seul tenant, un poids ahurissant. De l'autre, il y a les gens qui ont taillé cette pierre, des êtres fragiles, faits de chair et d'os, pesant peut-être 70 ou 80 kg. Comment des êtres si petits et si faibles peuvent-ils même imaginer déplacer, façonner et même planifier quelque chose d'aussi grand et lourd? C'est le paradoxe de la force et de la faiblesse, de l'échelle et de la volonté. La tragique vérité est notre impuissance physique. Un seul homme ne peut pas bouger un bloc de 1650 tonnes d'un seul millimètre. Nous sommes impuissants face aux forces de la nature. Un tremblement de terre, une inondation. Un ouragan peut détruire même nos structures les plus solides. Face aux forces colossales de l'univers, notre force individuelle n'est rien. Nous sommes des machines biochimiques délicates vivant à la surface de cette planète. Et ces machines peuvent facilement tomber en panne. C'est une vérité qui exige de l'humilité. Mais elle peut aussi créer un sentiment d'impuissance. Mais l'homme, seul, peut être faible. Pourtant, lorsqu'ils s'unissent, ils peuvent déplacer les plus grandes montagnes. C'est le super pouvoir de l'humanité, la coopération. Une seule personne n'a pas soulevé cette pierre à Baalbek. Elle a été planifiée par la volonté commune, le travail commun et l'intelligence commune de centaines, peut-être de milliers de personnes. Chacun a accompli sa petite tâche. L'un tirait la corde, l'autre poussait le levier. Un autre encore portait simplement de l'eau. Mais, tous ensemble, ils ont accompli quelque chose qu'une seule personne n'aurait jamais pu faire. C'est la victoire, non pas de la force physique, mais de la force mentale. Notre vraie force ne réside pas dans nos muscles, mais dans les replis de notre cerveau. Nous pouvons planifier, nous pouvons nous organiser, nous pouvons transmettre des connaissances à travers les générations, et surtout, nous pouvons imaginer l'impossible. Ce bloc de 1650 tonnes n'est pas seulement un morceau de pierre, c'est la volonté humaine transformée en pierre. C'est un monument à la croyance qui dit « c'est possible ». C'est pourquoi, lorsque tu fais face à de grandes difficultés dans ta vie, lorsque tu te sens petit et impuissant, souviens-toi de Baalbek. Tu n'es peut-être pas seul. Tu fais partie de ce grand projet humain. Tu es la continuation de cette chaîne de coopération qui dure depuis des milliers d'années. Toi aussi, avec ta petite contribution, tu as le potentiel de rendre l'impossible possible, car ensemble, nous sommes plus forts que les pierres les plus lourdes. Et le troisième contraste, peut-être le plus intime, est cette fine ligne entre la connaissance et le mystère. D'un côté, nous avons la capacité de voir sous les forêts avec le lidar, de recréer l'écosystème d'il y a 16 000 ans avec l'ADN ancien, de faire tourner virtuellement les engrenages du mécanisme denticitaire. Notre connaissance croît de manière exponentielle chaque jour. Nous perçons les secrets de l'univers, la structure de l'atome, le code de la vie. Nous nous voyons au sommet d'une espèce qui sait tout, qui comprend tout. Mais, de l'autre côté, chaque fois que nous atteignons la limite de cette connaissance, nous nous retrouvons face à un océan de mystères bien plus grand. Nous ne savons pas exactement pourquoi la plupart des 400 pyramides de Chine n'ont toujours pas été fouillées. Nous n'avons pas de réponse définitive sur la manière dont les coupes de Puma Punku ont été réalisées. La signification de la pierre du vautour est encore une théorie. Chaque réponse amène 10 nouvelles questions. La tragique vérité est que, peu importe ce que nous apprenons, une grande partie de l'univers et du passé restera toujours un secret pour nous. Nous ne pouvons pas tout savoir. Nous ne pouvons pas résoudre tous les mystères. C'est la frustration sans fin de l'homme en quête de connaissance. Mais ce mystère est aussi notre plus grande source de motivation. C'est ce qui nous pousse en avant, ce qui attise notre curiosité, ce qui fait de nous des explorateurs, des scientifiques et des artistes. C'est précisément cet inconnu. Si nous savions tout, la vie serait si ennuyeuse, n'est-ce pas? S'il n'y avait plus rien de nouveau à découvrir,
quelle raison aurions-nous de nous lever le matin? Le mystère est un cadeau de l'univers. Il nous enseigne l'humilité. Il nous rappelle qu'il y a toujours plus à apprendre. Et il nous donne la liberté de rêver et de nous interroger. Les pêcheurs d'éponges qui ont trouvé le mécanisme d'Anticythère ne savaient pas ce qu'ils avaient trouvé. Mais ils ont regardé ce tas de métal rouillé et se sont posé des questions. Et cette curiosité, un siècle plus tard, nous a offert une connaissance perdue du monde antique. C'est pourquoi, lorsque tu rencontres un mystère dans ta vie, lorsque tu ne trouves pas la réponse à une question, ne désespère pas, profite de ce moment. Car tu vis l'une des expériences les plus fondamentales de l'être humain, l'acte de s'interroger. Tu fais partie de cette grande énigme cosmique. Et peut-être que l'important n'est pas de trouver toutes les réponses, mais de continuer à poser les bonnes questions. Car c'est en poursuivant ces questions que nous découvrons non seulement le monde, mais aussi nous-mêmes, le temps, l'échelle et la connaissance. Ces trois contrastes nous murmurent notre place dans l'univers. Mais, parmi ces murmures, le plus puissant vient peut-être d'un autre contraste. Et ce contraste nous confronte non seulement à qui nous sommes, mais aussi à avec qui nous sommes. Car cette histoire n'est pas seulement l'histoire des pierres et des étoiles, c'est aussi, et cette histoire, est aussi celle de la tension éternelle entre la connexion et la solitude. Ce qui nous amène à notre quatrième et dernier contraste. D'un côté, il y a des sites anciens disséminés à travers le monde, séparés par des milliers de kilomètres, mais utilisant des techniques et des symboles étonnamment similaires. Les 40 000 dolmens de Corée, les milliers de cercles de pierre en Afrique, cette maçonnerie énigmatique qui relie l'île de Pâques et le Pérou. Ce schéma mondial murmure que l'humanité est profondément interconnectée, que les idées et les connaissances se sont propagées bien plus loin que nous le pensions. Mais de l'autre côté, il y a le fait que chacune de ces civilisations était piégée dans sa propre géographie, sa propre histoire et son propre destin. Elle ne disposait pas du réseau de communication mondiale instantané que nous avons aujourd'hui. Elle vivait dans un monde où traverser les océans prenait des mois, voire des années. Comment des cultures si isolées ont-elles pu produire des choses si similaires? C'est le paradoxe de l'origine commune de l'humanité et de sa solitude cosmique. La tragique vérité est que chacun d'entre nous est emprisonné dans sa propre conscience, ses propres expériences. Nous ne pourrons jamais entrer pleinement dans l'esprit d'une autre personne. Nous ne pourrons jamais comprendre pleinement la vision du monde d'une autre culture. C'est une solitude existentielle. Et cette solitude était beaucoup plus prononcée dans le monde antique. Un artisan de l'île de Pâques ignorait même l'existence de son homologue au Pérou. Pourtant, tous deux taillèrent la pierre de la même manière. C'est une image mélancolique, qui témoigne à la fois d'une connexion incroyable et d'une profonde isolation. Mais peut-être que la raison de ce schéma commun est que nous vivons tous sous les mêmes étoiles. Nous observons tous le même soleil, la même lune, les mêmes cycles saisonniers. Nous vivons tous les mêmes expériences humaines fondamentales comme la naissance, la mort, l'amour et la perte. C'est pourquoi, peut-être que ces similitudes ne proviennent pas d'une civilisation perdue commune, mais de notre condition humaine commune. Peut-être que les dolmens ont été inventés indépendamment sur différents continents, car le désir de commémorer un être cher et de lui laisser un monument durable est universel. Peut-être que la maçonnerie polygonale a été développée indépendamment par différents ingénieurs, car le besoin de construire une structure résistante au séisme est commun à tous ceux qui vivent sur des lignes de faille. C'est une preuve de la capacité de l'esprit humain à trouver des solutions ingénieuses similaires à des problèmes similaires. Cela montre à quel point nous sommes semblables, même si nous sommes si différents. C'est pourquoi, lorsque tu te sens seul, déconnecté du monde, regarde le ciel. Souviens-toi qu'il y a des milliers d'années, une personne à l'autre bout de la planète regardait les mêmes étoiles et ressentait peut-être les mêmes choses. Tu fais partie de cette grande famille humaine, et cette famille est liée au-delà du temps et de l'espace par des espoirs communs, des peurs communes et un esprit de créativité commun. Ta solitude est en fait une solitude partagée, et cela la rend plus supportable, voire belle. Après toutes ces réflexions, après avoir examiné toutes ces preuves, tu te poses peut-être cette question: que devrais-je ressentir? D'un côté, il y a un sentiment d'admiration et de fierté face aux réalisations incroyables de nos ancêtres. Savoir que nous sommes les descendants de personnes qui comprenaient l'ordre de l'univers il y a 12 000 ans, qui déplaçaient des pierres de 1650 tonnes, qui traversaient les océans,
est inspirant. Cela montre à quel point le potentiel humain est illimité. Mais, de l'autre côté, il y a aussi un sentiment de tristesse et de perte face à toute cette connaissance perdue, tous ces mondes engloutis, toutes ces civilisations disparues. Réaliser combien nous avons oublié, combien une grande partie de l'histoire nous a été volée, est un sentiment mélancolique. Ces deux sentiments sont valables, car cette histoire est à la fois une histoire de triomphe et de tragédie. C'est une preuve de la capacité de l'humanité à la fois à créer et à détruire, à la fois à se souvenir et à oublier. Ressentir ces deux émotions en même temps montre que nous comprenons la complexité de cette histoire. Cela nous rend plus sages, plus humbles et peut-être plus compatissants, car nous sommes une espèce capable à la fois d'atteindre les étoiles et d'oublier sa propre histoire. Et cette dualité est notre caractéristique la plus déterminante, la brièveté du temps, mais notre pouvoir de créer du sens. Notre faiblesse physique, mais la volonté que nous gagnons par la coopération. Les limites de notre connaissance, mais la curiosité qui nous pousse en avant. Et notre solitude cosmique, mais notre humanité commune qui nous lie. Ces contrastes dessinent la carte de notre place dans l'univers. Ils nous disent de qui nous sommes. Nous savons maintenant que notre passé est beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe et beaucoup plus mystérieux que nous le pensions. Nous savons maintenant que nous sommes les enfants, non pas d'un commencement, mais d'un recommencement. Et nous savons maintenant que nos ancêtres ne nous ont pas seulement laissé de la pierre et des œufs, mais aussi une énigme à résoudre, une série de questions philosophiques à répondre. Mais, au-delà de toutes ces pensées, au cœur de tous ces contrastes, il y a une autre couche que nous n'avons pas encore touchée. Elle ne concerne pas seulement le passé ou le présent, elle concerne l'avenir. Elle ne concerne pas seulement qui nous sommes, mais qui nous pouvons être. Car ces anciens monuments ne nous tendent pas seulement un miroir, ils pourraient aussi nous offrir une feuille de route. Et l'endroit que cette feuille de route indique nous confronte non seulement à notre place dans l'univers, mais aussi à notre responsabilité dans l'univers. Car il y a une dernière question que ces pierres nous posent, et cette question est peut-être la plus importante de toutes. Cette question est peut-être la plus importante de toutes, car elle ne concerne pas seulement qui nous sommes, mais ce que nous allons faire de cette connaissance. Nous descendons maintenant dans la couche la plus profonde de notre voyage philosophique. Il est temps de questionner non seulement notre place dans l'univers, mais aussi notre responsabilité à cette place. Car ces pierres anciennes, ces civilisations perdues, ne nous offrent pas seulement une image du passé, elles se nous adressent aussi un avertissement, une leçon pour l'avenir. Et cette leçon se manifeste à travers une nouvelle série de contrastes. Ces contrastes ne nous font pas seulement réfléchir, ils nous invitent aussi à agir, à faire un choix. Et le premier contraste, le plus troublant, est cet équilibre fragile entre le souvenir et l'oubli. D'un côté, il y a Göbekli Tepe, qui, même après avoir été enfoui sous terre pendant 12 000 ans, a réussi à nous transmettre son message. Ces pierres sont la preuve la plus tangible de la résilience du désir de mémoire de l'humanité face au pouvoir destructeur du temps et des catastrophes. De l'autre côté, il y a le fait que la ville de Thonis Hérakléion, l'un des plus grands ports d'Égypte, décrite par Hérodote, témoin de l'histoire, a été complètement oubliée pendant des milliers d'années alors qu'elle gisait à seulement 4 miles au large, sous 10 mètres d'eau. Son existence même a été remise en question. On pensait que c'était une légende. Comment pouvons-nous oublier quelque chose d'aussi grand ? Comment pouvons-nous à la fois essayer de nous souvenir avec autant d'obstination et oublier si facilement ? C'est le paradoxe de notre mémoire. La tragique vérité est que l'oubli est le réglage par défaut de l'être humain. Notre mémoire est faible, nos priorités changent. Au fil des générations, même les plus grandes tragédies deviennent des contes de fées. Les descendants de ceux qui ont vécu la catastrophe du Dryas récent, pendant combien de générations ont-ils raconté cette terrible histoire ? 100 ? 200 ? Mais, à la fin, l'histoire est devenue un mythe, le mythe une légende, et la légende un oubli complet. Car la vie devait continuer, car labourer le champ, chasser, nourrir les enfants, était plus urgent que de se souvenir d'une catastrophe vieille de milliers d'années. Nous sommes une espèce oublieuse, et c'est à la fois notre plus grande faiblesse et peut-être notre mécanisme de survie. Mais parfois, quelqu'un refuse d'oublier. Quelqu'un décide que cette histoire ne doit pas se perdre, et il grave cette histoire dans le matériau le plus durable, la pierre.
Ceux qui ont construit Göbekli Tepe ont fait exactement cela. Ils ont déclaré la guerre à l'oubli, et ils continuent de gagner cette guerre même 12 000 ans plus tard. Frank Goddio et son équipe, qui ont trouvé Tony Serracléion, ont également remporté une victoire contre l'oubli. Ils ont prouvé qu'une légende était en fait réelle, que nous regardions simplement au mauvais endroit. Ce souvenir est une action. Ce n'est pas un processus passif. Cela demande de chercher, de s'interroger, de poser des questions et parfois de regarder obstinément là où personne ne regarde. C'est pourquoi, en écoutant cette histoire, tu participes en fait à ce grand acte de mémoire. Tu maintiens vivante la mémoire de ces cités oubliées, de ces civilisations perdues. Ton esprit est le lieu où ces pierres de 12 000 ans reprennent un sens. Oublier est facile, mais se souvenir est une responsabilité. La responsabilité de préserver l'héritage que nos ancêtres nous ont laissé, de transmettre leurs histoires aux générations futures. Et tu remplis cette responsabilité chaque fois que tu es curieux, chaque fois que tu apprends. Le deuxième contraste est ce terrible dilemme entre la création et la destruction. D'un côté, il y a cette précision incroyable à Puma Punku, ce génie créatif incroyable qui a taillé, assemblé et façonné l'une des pierres les plus dures du monde avec la précision d'un atelier d'usinage. C'est la forme la plus pure de la quête humaine d'ordre, de beauté et de perfection. De l'autre côté, il y a le fait que ces structures parfaites sont aujourd'hui un tas de ruines, éparpillées sur le plateau de l'Altiplano, comme si une main géante avait dispersé ce puzzle avec fureur. Un tremblement de terre, une inondation ou une autre force destructrice, nous ne savons pas. Mais le résultat est là. Tout ce qui est créé peut finalement être détruit. Comment la même espèce peut-elle à la fois créer avec autant de finesse et détruire si sauvagement ou assister à la destruction? La tragique vérité, c'est que l'univers lui-même, selon la loi de l'entropie, progresse de l'ordre au désordre. Tout vieillit, tout se dégrade, tout se disperse. Même nos constructions les plus magnifiques sont vulnérables face au pouvoir corrosif du temps et de la nature. Et parfois, cette destruction ne vient pas de la nature, mais de nous. Les guerres, les invasions, l'aveuglement idéologique ont détruit les plus grandes œuvres d'art et bibliothèques de l'histoire. L'acte de créer est aussi difficile que l'acte de détruire et c'est facile. C'est l'une des vérités les plus amères de la condition humaine. Mais même ces ruines racontent une histoire. Les blocs dispersés de Puma Punku nous racontent non seulement une destruction, mais aussi un ordre incroyable qui existait avant cette destruction. Ces débris sont la preuve d'une perfection perdue. L'acte de création est si puissant que son écho continue même après la disparition de l'œuvre elle-même. Pensez à la statue de David de Michel-Ange. Cette statue peut un jour se transformer en poussière, mais l'idée de David, l'image de cette forme parfaite, continuera de vivre dans la mémoire collective de l'humanité. Car la véritable création n'a pas lieu dans le marbre, mais dans l'esprit de l'artiste. Nous ne connaissons pas les noms de ceux qui ont construit Puma Punku, mais leur esprit créatif vit toujours dans chaque coin, chaque rainure de ces pierres taillées. Ils ne nous ont pas seulement laissé une structure, mais aussi une norme, une vision de la perfection. C'est pourquoi, lorsque tu crées quelque chose dans ta vie, lorsque tu produis une œuvre, sache qu'elle peut être temporaire, mais ne laisse pas cela t'arrêter. Car l'acte de créer lui-même est le moment où nous nous approchons le plus de l'immortalité. Ce que tu crées, que ce soit une idée, une œuvre d'art, une relation ou simplement un bon souvenir. Mais c'est ta rébellion personnelle contre l'entropie de l'univers. C'est la victoire de la création sur la destruction. Et cette victoire, même à la plus petite échelle, a une signification universelle. Notre troisième et dernier contraste se situe sur cette fine ligne entre l'avertissement et l'espoir. D'un côté, il y a l'histoire terrible racontée par la pierre du vautour, une catastrophe venue du ciel, une extinction mondiale. C'est l'un des avertissements les plus clairs laissés pour l'avenir. Il nous rappelle que, peu importe notre degré de développement, peu importe à quel point nous nous sentons en sécurité, tout peut changer en un instant. C'est un monument à notre fragilité. De l'autre côté, il y a le fait que cet avertissement lui-même existe, c'est-à-dire que même après cette terrible catastrophe, quelqu'un a survécu. Quelqu'un a trouvé la force et la sagesse de recommencer. Et surtout, quelqu'un était assez plein d'espoir pour laisser un message afin que les générations futures ne commettent pas la même erreur ou ne soient pas prises au dépourvu par la même catastrophe. Comment l'histoire de la plus grande catastrophe peut-elle aussi être la source du plus grand espoir?
La tragique vérité est que les risques existeront toujours. Impact cosmique, changement climatique, pandémie. Nous vivons dans un coin de l'univers rempli de dangers. Et si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que la question n'est pas si les catastrophes se produiront, mais quand elles se produiront. Faire face à cette réalité peut être effrayant et anxiogène. Mais la pierre du vautour nous montre aussi l'incroyable résilience de l'esprit humain. Ceux qui ont taillé cette pierre n'avaient pas abandonné. Ils étaient en deuil, oui, mais ils construisaient aussi. Ils essayaient de transmettre la leçon qu'ils avaient apprise à ceux qui viendraient après eux. L'avertissement est une expression d'espoir, car ce n'est que si vous avez de l'espoir pour l'avenir que vous prenez la peine de donner un avertissement. Là où l'espoir s'arrête, le silence commence. C'est pourquoi cette pierre, autant qu'une complainte, est un acte d'amour. Un amour pour des générations qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne verraient jamais. L'acte de vouloir qu'ils survivent. C'est un choix auquel nous sommes également confrontés aujourd'hui. Face aux défis de notre temps, au changement climatique, aux menaces nucléaires ou à d'autres catastrophes potentielles. Allons-nous sombrer dans le désespoir et rester silencieux? Ou allons-nous, comme nos ancêtres, ressentir une responsabilité envers les générations futures, à la fois en avertissant et en construisant l'espoir? Toi aussi, en tant que partie de cette planète, tu es d'un côté de ce choix. Tes actions, ta voix, font partie du message laissé pour l'avenir. Et tu peux perpétuer l'héritage de 12 000 ans de la pierre du vautour, c'est-à-dire l'héritage de choisir l'espoir même dans les moments les plus sombres, souvenir et oubli, création et destruction, avertissement et espoir. Ces profonds contrastes sont les dernières leçons que ces structures anciennes nous offrent. Elles nous murmurent non seulement qui nous sommes, mais aussi qui nous devrions être. Mais même ce voyage philosophique n'est pas la fin de l'histoire, car toutes ces pensées, toutes ces leçons, nous amènent à un point final unique. Lorsque nous assemblons toutes ces preuves, lorsque nous combinons tous ces motifs, quelle est la grande image qui émerge? Cette image nous confrontera non seulement au mystère du passé, mais aussi au potentiel futur de l'humanité. Et ce à quoi cette image ressemble, nous confronte peut-être au contraste le plus fondamental de tout ce voyage, le cycle et la ligne. C'est la distinction philosophique la plus fondamentale sur la façon dont nous voyons l'histoire de l'humanité. D'un côté, il y a l'idée que l'histoire est cyclique. Les civilisations naissent, s'élèvent, atteignent leur apogée, se corrompent et s'effondrent, puis de nouvelles renaissent de leurs cendres et répètent le même cycle, tout comme les saisons. L'histoire de Göbekli Tepe, de l'Égypte, de Rome, et peut-être de cette civilisation perdue qui nous a précédés, est une répétition de ce grand cycle cosmique. Selon cette vision, nous faisons également partie de ce cycle et nous connaîtrons inévitablement un jour l'effondrement. De l'autre côté, il y a l'idée que l'histoire est linéaire, qu'elle progresse constamment. Selon cette vision, l'humanité progresse constamment vers le mieux, le plus complexe et le plus savant, des chasseurs-cueilleurs à l'agriculture, de la révolution industrielle à l'ère de l'information. Nous sommes au sommet de l'histoire et nous monterons encore plus haut à l'avenir. Comment les mêmes preuves peuvent-elles indiquer à la fois la répétition d'un cycle et la preuve d'un progrès unique? La tragique vérité, c'est que la vision cyclique semble être soutenue par le poids de l'histoire. L'effondrement de l'Empire romain, l'abandon de la civilisation maya, la perte de l'ancienne gloire de l'Égypte. L'histoire est un cimetière d'empires déchus, et il y a de nombreux signes que notre propre civilisation porte en elle les germes de son propre effondrement, comme le changement climatique, l'épuisement des ressources, l'instabilité sociale et politique. Il semble qu'il n'y ait pas d'échappatoire à ce cycle, et cela peut créer un profond sentiment de fatalisme et de pessimisme. Mais la vision linéaire a aussi une puissance indéniable. Oui, des civilisations se sont peut-être effondrées. Mais la connaissance n'a pas complètement disparu. L'humanité a appris quelque chose de chaque cycle. La connaissance du béton des Romains a peut-être été perdue pendant 2000 ans, mais nous l'avons redécouverte en 2023 et nous avons même compris pourquoi elle était meilleure. Le secret du mécanisme denticitaire a peut-être été oublié pendant 1400 ans, mais non seulement nous l'avons résolu, mais nous avons utilisé les mathématiques de la détection des ondes gravitationnelles pour l'analyser. C'est un progrès. On peut penser à une spirale. Peut-être que nous répétons les mêmes cycles,
mais chaque fois à un niveau légèrement plus élevé. Cela nous donne de l'espoir, car cela implique que nous pouvons apprendre de nos erreurs, que nous pouvons combiner la sagesse du passé avec la technologie de l'avenir et peut-être briser ce cycle d'effondrement qui semble inévitable. C'est pourquoi, lorsque tu regardes l'histoire, ne vois pas seulement un tas de décombres, vois aussi les nouvelles structures construites sur ces décombres. Tu fais à la fois partie de ce cycle et le porteur de ce progrès linéaire. Tes choix, ce que tu apprends, peuvent déterminer si l'humanité sera plus sage dans le prochain cycle. Tu es à la fois un produit de l'histoire et un architecte de l'avenir, et ce double rôle te confère à la fois une grande responsabilité et un potentiel incroyable. Notre deuxième contraste est cette danse délicate entre le sens et le non-sens. D'un côté, il y a l'idée que toutes ces structures anciennes, ces alignements et ces symboles portent une signification profonde. Nos ancêtres ont essayé de donner un sens à l'univers, de trouver leur place dans le cosmos et de graver ce sens dans la pierre pour qu'il dure une éternité. Leur vie était remplie d'une grande quête de but et de sens. De l'autre côté, il y a l'univers que la science moderne nous présente, froid, indifférent et fondamentalement dépourvu de sens. L'idée que l'univers ne se soucie pas de notre existence, que la vie est une réaction chimique accidentelle parmi des milliards de planètes, et que toute cette quête de sens n'est en fait qu'un murmure dans un univers vide. Comment pouvons-nous être à la fois entourés des produits d'une quête de sens si profonde et confrontés au fait que nous vivons dans un univers fondamentalement dépourvu de sens? La tragique vérité est que l'univers ne nous offre pas de sens tout fait. Les étoiles ne nous disent pas qui nous sommes ou ce que nous devons faire. Les lois de la physique ne fournissent pas de guide moral. Si l'univers lui-même n'a pas de sens intrinsèque, alors tous nos efforts, toute notre civilisation, tout notre art ne sont-ils qu'une blague cosmique? Cela peut créer un sentiment de vide existentiel. Mais peut-être que le sens n'est pas quelque chose que l'on trouve, mais quelque chose que l'on crée. Peut-être que le fait que l'univers ne nous donne pas de sens n'est pas une malédiction, mais une bénédiction, car cela signifie que nous avons la liberté de créer notre propre sens. Ceux qui ont construit Göbekli Tepe n'attendaient pas de sens de l'univers. Ils ont sculpté leur propre sens, leur propre croyance, leur propre vision du monde dans la pierre. Ils se sont rebellés contre un univers indifférent en créant du sens. C'est l'acte le plus sublime de l'être humain, créer du sens. Nous sommes une espèce qui répond au non-sens par le sens, et nous trouvons ce sens dans la science, l'art, la philosophie, nos relations et l'héritage que nous laissons derrière nous. Le mécanisme densitaire n'est pas seulement une machine, c'est le produit du désir de comprendre l'ordre de l'univers et de l'imiter, c'est-à-dire un effort pour créer du sens. C'est pourquoi, lorsque tu ressens un sentiment de non-sens dans ta vie, lorsque tu penses que ce que tu fais est vain, souviens-toi de cela. Le sens ne te sera pas donné, c'est toi qui le créeras. Tes passions, tes valeurs, tes proches sont les choses qui donnent un sens à ton univers. Tu es le sculpteur de ta propre vie, et même si le matériau que tu utilises est le non-sens de l'univers, l'œuvre qui en résulte portera un sens entièrement à toi et unique. Et notre dernier contraste, qui nous amène à la destination finale de ce voyage, est la relation entre l'héritage et le choix. D'un côté, il y a un héritage incroyable que nous avons reçu de nos ancêtres. Notre héritage génétique, notre héritage culturel et, comme nous l'avons examiné dans ce documentaire, peut-être notre héritage technologique et philosophique oublié. Nous sommes un produit de cet héritage. Nos choix, nos pensées, nos peurs sont en grande partie façonnés par ceux qui nous ont précédés. De l'autre côté, il y a cette liberté radicale que chacun de nous possède, la liberté de choisir, la capacité de tracer notre propre chemin malgré notre héritage, voire contre notre héritage. Comment pouvons-nous être à la fois si déterminés par le passé et si libres face à l'avenir? La tragique vérité est que nous pouvons être écrasés par le poids de notre héritage. Les traumatismes, les préjugés et les erreurs du passé peuvent often se répéter de génération en génération. Cette vision cyclique de l'histoire nous montre que l'héritage peut être une prison. Nous pouvons sembler condamnés à répéter les mêmes erreurs, à mener les mêmes guerres, à vivre avec les mêmes peurs. Mais l'héritage est aussi une fondation, une plateforme sur laquelle nous pouvons construire. La sagesse, le courage et la créativité de nos ancêtres font également partie de notre héritage. Et nous avons le pouvoir de choisir quelle partie de cet héritage nous allons perpétuer et quelle partie nous allons laisser derrière nous.
C'est la plus grande responsabilité et le plus grand privilège de l'être humain. Nous ne sommes pas les marionnettes de l'histoire. Nous sommes les auteurs de l'histoire. Ceux qui ont sculpté la pierre du vautour nous ont laissé l'héritage d'une catastrophe. Mais ils nous ont aussi laissé un héritage d'avertissement et d'espoir. Nous pouvons prendre cet héritage, en tirer des leçons et choisir de construire un avenir meilleur. C'est pourquoi, lorsque tu regardes ta propre vie, vois l'héritage que tu as reçu de ta famille, de ta culture, de ta société. Mais ne laisse pas cet héritage te définir. Tu es la personne qui choisira quoi prendre de cet héritage et quoi en faire. Tu es à la fois un héritier et un pionnier. Et tes choix façonneront non seulement ta vie, mais aussi l'héritage qui sera laissé aux générations futures. Cycle et ligne, sens et non-sens, héritage et choix. Ces dernières couches philosophiques nous laissent avec des questions profondes, non seulement pour comprendre le passé, mais aussi pour savoir comment vivre l'avenir. Alors que nous approchons de la fin de notre voyage, nous savons maintenant que ces pierres anciennes ne nous montrent pas seulement un monde perdu. Elles nous rappellent ce que signifie être humain, avec toute sa complexité, sa tragédie et sa beauté. Elles sont un monument à notre potentiel le plus profond et à nos plus grandes faiblesses. Et maintenant, armés de toutes ces connaissances des réflexions, il est temps de nous arrêter une dernière fois, de rassembler toutes ces pièces et d'exprimer la conclusion finale à laquelle nous sommes parvenus au terme de ce long voyage. Ce soir, nous avons plongé dans les profondeurs du passé, dans l'histoire perdue de l'humanité. Mais il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Même les plus grandes structures que nous avons vues pourraient danser selon les règles des plus petites particules de l'univers. L'intrication quantique. Le destin d'une particule affecte instantanément celui de sa jumelle, à des millions d'années-lumière de distance. Dans notre prochain voyage, nous explorerons comment cette connexion fantomatique maintient l'univers uni. Êtes-vous prêts?